Merci Maria, bonjour à tous, ou que ce soit le matin ou l'après-midi pour vous. Et donc pour euh, ce résumé, cette présentation sur l'enquête suivi récurrent de la part de Tango, donc depuis sur la période 2014-2019. Je suis Tom Spangler, je travaille chez Save the Children et je vais aider dans la facilitation de cet événement. Vous savez peut-être que dans le Sahel, cet effort de résilience a fait l'objet d'une étude de suivi qui a été financée par USAID du Bureau sur la résilience et la sécurité alimentaire. Ça a été établi pour répondre à une demande croissante aux États-Unis par les gouvernements et les organisations sur le terrain et pour les financeurs pour avoir un suivi euh, euh, et pour pouvoir mieux répondre ensuite aux problèmes sur le terrain. Donc, on a vu les investissements résilience dans la région et sur les moteurs de cette résilience, nos vrais partenaires, y compris Save the Children, Mercypour et Tango International, sont très contents de cette collaboration en communication pour vous présenter ces résultats. Donc, la coordination avec le SCC aussi, au niveau de l'analyse et avec tous nos autres partenaires pour répondre aux besoins sur le terrain. Et il y a aussi des représentants de nos fonds, de ceux qui nous sponsorisent. Donc, il y a des stress, des chocs et des épreuves climatiques qui sont... Bon, j'aimerais vous présenter Maggie Jane Lucas, qui est pour le SCC et qui va vous donner ces quelques remarques de départ. Merci, Tom. C'était super d'être parmi vous, de voir tous les participants qui nous ont rejoints du monde entier. Je suis content de rencontrer. Il y en a beaucoup que je content, donc je suis très fier que la représentation soit large pour le Burkina et Niger. Donc, je suis Maggie Jane Lucas, je suis basée au Niger, mais je suis responsable de l'activité communication de la région du Sahel qui couvre le Niger et le Burkina Faso. Nos projets sont centrés sur la collaboration pour le renforcement de la résilience, gestion et communication pour essayer l'impact de l'USAID sur tout le Sahel et surtout au Niger et au Burkina Faso. Donc, nous avons une équipe basée au Niger et une autre au Burkina Faso. Et mon équipe est présente ici sur ce webinaire et je suis content de travailler avec Real Tango USAID sur ce webinaire et j'espère qu'on en refera un comme ça et que vous en retirez beaucoup de positifs et que nous allons progresser pour les activités au niveau petite, au niveau du pays. Donc, merci beaucoup et je vais en profiter pour présenter Monsieur Peter Trenchard, qui est le directeur de cette mission pour le Sénégal et le bureau régional du Sahel. Il est basé à Dakar et nous sommes contents qu'il ait pu nous rejoindre aujourd'hui parce que les données que nous allons voir publiées grâce à ce rapport sont critiques et très importantes au niveau régional et au niveau aussi de chacun des pays. Donc, merci beaucoup, Peter, de s'être rejoint à nous. Donc, vous avez aussi les membres de votre équipe et des gens du Burkina et du Niger. Donc, je vous passe la parole. Bienvenue. Merci. Ben oui, effectivement, moi aussi, je suis très content d'être ici. Donc, je salue tout le monde. C'est notre première présentation pour présenter nos données sur le renforcement de la résilience. Donc, notre enquête sur le suivi récurrent sont depuis août 2018 jusqu'à avril 2019. Et cette étude est pour évaluer le bien-être des ménages qui essayent de se récupérer des chocs. Donc, cette analyse euh, illustre ce qu'il faut faire comme travail pour aider ces ménages. Donc, je suis très content de débattre des résultats et de savoir répondre à vos questions. Et donc, j'aimerais remercier rapidement Tango International et de nombreux contributeurs qui ont travaillé avec nous, par exemple l'OMS, et qui vont nous permettre de partager ces résultats avec vous tous. Je voudrais prendre un instant pour saluer les parties intéressées, nos partenaires.
donc à la droite de mon écran, ce que je peux voir pour tous ceux qui sont tout autour du monde présents. Et je reconnais aussi la participation de le leader de USAID au Niger, surtout Joe Lester Hopkins, qui est le nouveau directeur du Niger et qui sont là avec nous. J'aimerais aussi saluer l'équipe du Burkina Faso, du USAID Burkina Faso. Et je suis très content que tout le monde soit là en ligne. Nous allons continuer à essayer de comprendre le travail sur la résilience. Et c'était un environnement assez difficile à travailler. Donc, c'est une opportunité unique aujourd'hui de poser des questions pour sur les ressources parce que c'est une étape très importante pour continuer à collaborer et adapter nos programmes pour atteindre un impact important. Donc, vous tous qui êtes sur RISE 2 aussi, c'est important. Donc, profitez de ce webinaire et j'ai hâte d'échanger avec vous sur ces projets. Merci beaucoup et je repasse la parole à Donc, nous sommes tous, nous allons donc passer à la présentation à travers la vidéo que nous avons commencé à faire. Bonjour à tous, c'est Tim Frankenberger, représentant de président de Tango International avec Lisa Smith aussi de Tango International. Nous allons vous présenter l'évaluation de l'impact du travail sur la résilience qui a été donc menée en 2018-2019. Je vais commencer et puis ça va continuer pour expliquer autant la méthodologie que l'analyse et je reprendrai la discussion pour parler des implications de ce suivi, de cette advocacy. Donc, ce programme RISE, l'objectif était de renforcer la résilience au choc des populations chroniquement vulnérables dont les moyens de subsistance sont basés sur l'agriculture dans les zones agropastorales et les zones marginales du Sahel. Ce programme s'est étalé sur 5 ans. Il a été mené au Burkina Faso et au Niger. Et vous pouvez voir ici les zones d'intervention du projet dans les deux pays. En termes d'activité, ces projets visaient à améliorer les technologies et les pratiques de gestion grâce à des activités focalisées sur la production agricole et à d'autres focalisées sur l'élevage. Ils visaient par ailleurs à renforcer l'accès au marché et la création d'entreprises et améliorer l'accès aux services financiers. Ils visaient à renforcer la réduction des risques de catastrophes dans les communautés ainsi qu'à atténuer l'impact des conflits et à promouvoir les interventions en matière de santé et de nutrition. Tous ces efforts visaient à renforcer les capacités de résilience des ménages burkinabés et nigériens dans ces régions. L'objectif de l'enquête de suivi récurrent est de recueillir des données en temps réel, c'est-à-dire pendant le choc lui-même, sur la nature du choc en question et sur la manière dont les ménages font face à ces chocs et sur comment la résilience leur permet concrètement de gérer ces situations. L'enquête constitue par conséquent une opportunité de mieux comprendre les déterminants sous-jacents de leur résilience, leur capacité de résilience et si les ménages sont ou non impactés par les activités du programme RISE. Ces données contribuent ensuite à alimenter le travail de programmation du reste du projet ainsi que les futurs concepts de projet qui en découleront. L'un des principaux enseignements découlant de ces informations est que les communautés RISE vivant dans ces régions sont hautement et de plus en plus exposées à des chocs. Les 4 principaux chocs au cours de la période de l'enquête de suivi récurrent à proprement parler ont été des événements climatiques, à savoir des sécheresses et des inondations, les vers légionnaires, leur infestation, l'extrémisme violent et la hausse des prix de denrées alimentaires. 55 à 60% des ménages ont pu se remettre de ces chocs. Qu'est-ce qui les a aidés à s'en remettre? Leur propre capacité de résilience ont joué un grand rôle, en particulier leur capital social, leurs avoirs, leur épargne, leur accès à des filets de sécurité informels, leur capital humain, leur exposition aux informations, leur accès à des moyens financiers au marché et les services et infrastructures. Les interventions du programme RISE ont également joué un rôle dans ce domaine et vous verrez tout à l'heure comment elles s'intègrent à la réalité du contexte local. Donc maintenant, je passe la parole à Lisa.
Merci, Tim. Voici en résumé ce que je vais présenter. Maintenant que Tim vous a déjà indiqué tous les résultats, je vais vous fournir quelques informations supplémentaires pour montrer comment nous sommes parvenus à ces résultats. Je commencerai par quelques informations sur l'enquête elle-même. Ensuite, je présenterai quelques définitions. Par exemple, les thèmes résilience et capacité de résilience, les deux principaux concepts sur lesquels notre travail est fondé. Ensuite, nous allons présenter les données sur le choc, les stratégies d'adaptation sur la sécurité alimentaire et enfin sur la résilience. Et puis, nous vous présentons les résultats de l'analyse qui montre ce qui a aidé les ménages à se remettre ce choc, y compris leur capacité de résilience et l'ensemble des interventions du programme RES auxquelles ils ont été exposés. Enfin, Tim vous expliquera quelles sont les implications de tout cela pour le programme en général. Donc, pour en savoir plus, l'enquête de suivant, voici quelques sont les quatre objectifs de la liste de l'enquête de suivi récurrent. Le premier comprendra la gravité et l'évolution des chocs auxquels les ménages ont été confrontés au cours de la période de l'enquête de suivi récurrent, ainsi que pendant toute la période du RISE. Le second documentation, les stratégies d'adaptation que les ménages ont employées pour faire face à ces chocs. Le troisième, mesurer la résilience et la quatrième, l'objectif. Nous avons faire donc pour cette analyse, nous avons recueilli des données quantitatives et qualitatives. Il y a une collecte qui s'est déroulée au cours de la période d'août 2008 en avril 2009, soit une période de 9 mois. Elle a été réalisée à l'aide d'un échantillon représentatif de la population par échantillon représentant. Nous voulons dire que ces ménages qui ont été à partir desquels les données ont été collectées dans ces périodes d'enquête d'observation recurrente. L'analyse a couvert 828 ménages, dont environ une moitié au Burkina Faso et l'autre moitié au Niger. Les données ont été collectées au cours de 5 cycles de collectés différents à 2 mois d'intervalle à chaque fois. Et vous avez regardé au bas de cette diapositive, vous le verrez, vous verrez une chronique de cette collecte de données. L'enquête initiée au mois d'avril et 2 ans plus tard, une enquête intermédiaire a été réalisée entre l'enquête intermédiaire et l'enquête finale prévue. Il y a eu l'enquête de suivi récurrent et Tim précisera. En réalité, cette enquête finale n'a pas eu lieu en avril dernier à cause du Covid. Elle a eu en septembre, fin août, septembre. Alors, donc, effectivement, en ce moment, ce point d'évaluation d'impact a eu lieu. C'est au cours de cette évaluation que nous sommes plein de techniques d'évaluation d'impact rigoureuses ou qu'il en soit enquête de recurrent a été. Nous avons donc fourni plusieurs informations sur la façon dont ces chocs ont été affectés la population et ce qui pourrait être pour améliorer sa résilience. Les données qualitatives ont été collectées dans un échantillon de villages sélectionnés et par le biais de discussions de groupes d'entretien individuels. Ces discussions été réalisées simultanément au cours de chaque cycle d'enquête. En termes de définition, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la définition de l'USC de se mettre au choc d'un stress d'une manière qui réduit la vulnérabilité chronique et facilitera la croissance inclusive. Dans le cadre de notre analyse, la définition personnelle du thème résilience est simplement la capacité à se rétablir sur un choc. Les capacités de résilience sont essentiellement les déterminants de la résilience, les conditions favorables dont un ménage a besoin pour être résilient. Et nous avons mesuré 3 dimensions, la capacité d'absorption, qui est la capacité d'une population à minimiser son exposition au choc et à se rétablir rapidement en cas d'exposition au choc, la capacité d'adaptation, qui est la capacité des choix proactive et éclairée en matière de stratégie et de substances. En fait, la capacité de transformation qui est le système plus élargi et, par exemple, le mécanisme de gouvernance, les politiques mises en œuvre des filets de sécurité existants. Voilà donc un résumé, le cadre conceptuel employé par Tango pour mesurer et analyser la résilience qui a guidé l'ensemble de notre collecte et de notre analyse. Ce cadre nous fournit les éléments dont nous avons besoin pour effectuer une analyse complète et approfondie de la résilience. Comme vous voyez pour ici, tout à gauche, nous commençons par mesurer le niveau de sécurité alimentaire avant qu'un choc débute. Ensuite, les chocs et les facteurs de stress doivent être mesurés pour l'environnement auquel les ménages sont confrontés. Ensuite, les déterminants de leur résilience, c'est-à-dire leur capacité de résilience. Vous voyez donc les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation. Et puis les réponses, c'est-à-dire les stratégies employées pour faire face au choc et les stratégies d'adaptation. Maintenant, si vous regardez
les lignes jaunes qui relient la sécurité alimentaire avant le choc et à la sécurité alimentaire après le choc. Vous voyez toutes les trajectoires possibles en matière de sécurité alimentaire quand les ménages sont confrontés à un choc. Et comme vous voyez ici, typiquement, la sécurité alimentaire est pour des ménages diminuent. Pour certaines des marges, elles s'effondrent, mais pour d'autres, elles s'adressent cependant globalement. Nous pensons qu'effectivement, ils ne sont pas résilients. En effet, les marges qui sont effectivement résilients sont ceux qui se retrouvent au niveau de sécurité alimentaire. On voit ci-dessus. Vous voyez la ligne jaune en pointillé. Elle indique que certains ménages sont en mesure de maintenir leur sécurité alimentaire, la stabilité de leur sécurité alimentaire et ces trajectoires sont celles que nous allons utiliser pour mesurer la résilience. Passons à l'exposition des ménages au choc au cours de toute la période, à savoir depuis le début du programme RISE jusqu'à l'enquête de suivi récurrent. Nous mesurons donc l'exposition au choc à l'aide d'un indice qui intègre toutes les informations fournies par les ménages concernant l'incidence et la gravité de 26 chocs différents, y compris les chocs environnementaux tels que des sécheresses et des inondations, des chocs économiques et les chocs liés à des conflits. Comme vous voyez le constat de l'aide de deux diagrammes de droite, l'exposition au choc a progressivement augmenté au cours de la mise en œuvre du programme, quel que soit euh, 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 à Burkina ou au Niger, vous pouvez le voir entre l'enquête initiale et l'enquête immédiate ou notre légère augmentation de Burkina, mais c'est ensuite l'exposition au choc augmente. Et c'est précisément des raisons pour lesquelles cette enquête a été réalisée, pour que les gens commencent à remarquer les tendances et comprennent le temps d'analyser le temps et de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, si vous examinez de près ces types de chocs qui sont exogènes, majeurs, à dire les chocs échappant totalement au contrôle de la population. Il y a plusieurs chocs climatiques, des infestations de vers légionnaires, une augmentation d'extrémisme violent et une augmentation des prix de denrées alimentaires. Et vous regardez de plus près ce choc climatique. Il y a eu, les ménages ont indiqué avoir connu des périodes de sécheresse excessive, inondations et aussi absence de pluie, du cycle agricole. Enfin, les vents violents conduisent à une verse de culture. En fait, la verse de culture n'a pas été détectée lors de données qualitatives, données qu'elles n'étaient pas couvertes par l'enquête quantitative. Ce diagramme montre le degré de déviation des cours d'eau par rapport à la norme, ce qui permet de connaître le niveau de sécheresse et la quantité d'eau présentée dans le sol. Et on voit depuis l'enquête initiale qu'à l'enquête de suivi récurrent, quelles étaient les conditions de sécheresse au Burkina Faso représentées par la courbe bleue au Niger et puis représenté par la courbe rouge. Et vous voyez qu'il y a trois périodes qui ont été grisées. Celle de gauche est la période de l'enquête initiale, celle du milieu, et celle de l'enquête intermédiaire et celle de droit et la période de l'enquête de suivi récurrent. Et pour entre l'enquête initiale et l'enquête de suivi récurrent, les ménages ont surtout été confrontés à des situations d'inondation, ce qui vous êtes au-dessus de cette ligne noire, bien au-dessus. Vous êtes dans une situation d'inondation, mais ensuite, bien sûr, l'enquête de suivi récurrent a commencé. Il y a eu une importante sécheresse au début de août 2008. Donc, dans la population nous a parlé de ce moment-là et ce qu'il était confronté à une sécheresse puisqu'elle a essayé de se remettre, notamment qu'il y a eu par contre le trop de précipitations au cours des derniers cycles d'enquête. Nous avons par ailleurs relevé une forte augmentation de l'extrémisme violent au cours de la période de l'enquête récurrente. Le choc lié à des conflits a également augmenté, surtout au Burkina Faso, mais aussi à Tillabéri au Niger. Et à partir du troisième cycle d'enquête de suivi récurrent, les ménages ont commencé à signaler que le groupe de militants attaquaient entraînant les déplacements de population à grande échelle. Et les conséquences de tout cela en aval, la participation de marché, la fermeture des écoles et la perturbation des moyens de substance, y compris l'agriculture et l'élevage, ainsi que leur pillage et le petit commerce, et cela réduit la capacité de la population à recevoir une aide humanitaire à un moment où elle avait hautement besoin. Voici quelques-unes des choses que les ménages intérieurs nous ont indiquées. Ils nous ont dit que les gens étaient plus en plus désespérés et vivaient dans une crainte constante d'être attaqués. Ils ne pouvaient plus vaquer à leur occupation quotidienne sans avoir peur. Les gens devaient faire très attention lors de chaque déplacement et faire très attention aux personnes qui fréquentaient. Ils avaient donc le sentiment d'avoir perdu leur place.
Alors, comme vous voyez que ce choc dû à un conflit s'ajoutait au choc climatique, économique auquel les est déjà confrontés à partir des démarches dans une situation de stress. Maintenant, je vais laisser Tim vous dire plus concernant les stratégies d'adaptation et quels sont les ménages qui ont été employés pour gérer le stress. Donc, l'enquête quantitative a révélé que la stratégie d'adaptation la plus courante était la vente de bétail. Cependant, comme les ménages devaient vendre du bétail en période de sécheresse, les conditions de vente étaient très mauvaises. En d'autres termes, le rapport entre le nombre de têtes de bétail et le prix d'un sac de semences ne cessait de se dégrader. Donc, ils ont dû vendre plus de têtes de bétail pour pouvoir acheter la même quantité de grains qu'auparavant. Ce qui les a forcés à puiser dans leurs économies. Ils ont également dû réduire leur nombre de repas par jour, ainsi que la taille des portions de chaque repas. Ils ont tenté de réduire leurs dépenses courantes et ont dû partir à la recherche de pâturage et d'eau pour leur bétail. Certaines familles ont dû migrer. Ils ont davantage demandé un soutien financier à leurs amis et à des membres de leur famille pour pouvoir s'en sortir. Ils ont dû se tourner vers la chasse, la pêche et le fourrage. Et ils ont dû fouiller dans les termitières pour se nourrir. Ils ont vendu des biens de production et consommé leur propre stock de semences. Et l'étude qualitative a également montré qu'ils se sont beaucoup impliqués dans la vente de bois et de paille ainsi que des aliments trouvés dans la nature. Ils ont essayé de trouver un emploi temporaire ou intermittent dans d'autres domaines et ils ont hypothéqué des terres et se sont endettés auprès de leurs commerçants. Et lorsque les gens travaillent dans des champs appartenant à d'autres personnes, au lieu de travailler dans les leurs, il leur est très difficile d'employer les nouvelles technologies que les projets les encouragent à adopter, étant donné qu'ils ne les emploient pas dans leur propre champ, ce qui constitue un vrai problème. Des choses que nous avons entendues dans le cadre de l'étude qualitative sont très révélatrices. Cette année, le prix du bétail est tombé si bas que le produit de la vente de 3 chèvres ne nous permet même pas d'acheter un sac de grains. Ça, c'est une des choses qu'on nous a dit dans la phase 2 de l'étude. Les familles les plus pauvres ont dû aller dans les moulins pour ramasser la farine qui n'avait pas servi. C'est une autre phrase qu'on a entendue. Et parmi les stratégies de survie ayant des conséquences négatives, citons également les gens qui, comme je l'ai indiqué, ont vendu leurs moyens de production. Ils ont consommé leur stock de semences et ils ont envoyé leurs enfants travailler. Et surtout, ce qui a aggravé la situation, c'est que lorsque les écoles ont fermé à cause du conflit, les enfants ont été davantage utilisés pour travailler et rapporter de l'argent. Et les gens ont emprunté de l'argent à des créanciers et ont retiré leurs enfants des écoles, ce qui a sapé leur chance de rétablir leur situation. Par ailleurs, confrontés aux problèmes d'animaux malades, de nombreux agriculteurs ont essayé de les vendre avant que ceux-ci ne meurent, ce qui a fait baisser les coûts de ces animaux sur le marché, étant donné que tout le monde essayait de vendre au même moment. Pour s'en sortir, les gens ont également réduit de 3 à 2 le nombre de leurs repas par jour et ils ont consommé davantage de feuilles sauvages et ont utilisé leur propre stock de semences pour se nourrir. Bien, examinons maintenant la sécurité alimentaire et la résilience des ménages. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, nous mesurons la résilience à l'aide de la sécurité alimentaire. Les trois indicateurs de résilience que nous employons utilisent les données relatives à la sécurité alimentaire et l'un des indicateurs reflète la façon dont les ménages perçoivent leur résilience, quelque chose sur lequel je reviendrai dans un moment. Commençons tout d'abord par examiner comment la sécurité alimentaire est mesurée. Elle est mesurée en utilisant l'inverse de l'échelle d'accès à la sécurité alimentaire des mages et une échelle qui certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit d'un indice construit à partir des réponses à 9 questions portant la façon dont les gens vivent concrètement leur sécurité alimentaire. Dans certains cas, les gens mentionnent qu'ils sont simplement inquiets. Dans d'autres cas, ils disent que les mesures n'ont pas aucune nourriture pendant toute une journée. Alors donc, ici, nous avons employé l'inverse de cet indicateur étant donné pour une réalisation de chercheurs à mesure d'insécurité alimentaire, nous cherchons à mesurer l'inverse, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Voici donc les tendances observées en matière de sécurité alimentaire, en commençant par la période de l'enquête initiale pour l'enquête intermédiaire et enfin pendant les 5 cycles d'enquête au suivi récurrent au Burkina Faso. La sécurité alimentaire s'est relevée stable du début à la fin. Si vous regardez les colonnes vertes, vous verrez que l'indice de sécurité alimentaire est passé de 19,3. Le chiffre à gauche est de 19,4 dans la colonne à droite. Il n'y a eu pas eu pratiquement aucun changement pendant l'ensemble de ces périodes, ce qui est intéressant. Au Niger, par contre, la sécurité alimentaire, elle a chuté de 30% entre la période de l'enquête initiale et la période du dernier cycle. Nous notons noter l'enquête initiale et ce dernier
cycle de l'enquête suivie record tous pendant le mois d'avril, ça veut dire que cette tendance ne reflète pas la saisonnalité. La sécurité alimentaire a donc diminué de 30% au Niger entre la période de l'enquête et la fin de l'enquête. Avant de passer à l'examen de la résilience, je voudrais vous montrer l'analyse que nous avons faite en examinant quels que sont les chocs, l'impact négatif de la sécurité alimentaire de la population. Ce que nous avons constaté, c'est la sécheresse, les pluies tombant à mauvais moment, les inondations, l'invasion insectes, le choc, conflit, l'augmentation des prix des denrées alimentaires sont les facteurs ayant un impact plus négatif sur la sécurité alimentaire de la population. Et nous avons également observé un résultat contraire à ce qu'on peut attester, c'est-à-dire que les épidémies de maladies animales ont un effet positif sur la sécurité alimentaire des gens. Tim et moi, on avait discuté un peu la théorie de thème est que les gens voyant leur tombeau ont décidé de les abattre, ce qui leur a fourni un stock temporaire de fourniture. Comme je le vous disais, nous mesurons la résilience à l'aide de 4 indicateurs. Les 2 premiers sont les indicateurs de résilience réelle et la résilience réelle à long terme et l'évolution de la sécurité alimentaire sur la période intégrale de 9 mois de l'enquête de la résilience réelle à court terme et l'évolution de la sécurité alimentaire entre cycles. La raison pour laquelle nous appelons cela une résilience réelle est qu'il s'agit d'une représentation post-choc de façon dont les ménages sont face et donc une indication de ce qui s'est réellement passé. Certains indicateurs de résilience ne sont pas en réalité des prévisions, ils se projettent dans l'avenir. Ils signifient compte tenu de ce que nous avons voulu, voilà comment les gens peuvent faire face à l'avenir en termes. Nous indiquons des résiliences et par contre, nous donnons une image exacte de la façon dont les gens font face et nous avons donné, bon, donc, parce que nous avons des mesures avant et après les chocs. Un troisième indicateur est celui de stabilité et de sécurité alimentaire et présenter cette courbe jaune patillée dans le diagramme qui maintenir la sécurité alimentaire entre chaque cycle d'enquête. Et le quatrième indicateur est celui montrant la perception de la capacité à se rétablir, c'est-à-dire comment les gens perçoivent leur capacité. Pour cela, nous avons donc demandé au ménage de nous dire quelles mesures ils sont capables de se remettre. Nous employons donc une échelle à 5 niveaux. Nous sommes tous ont remis donc notre situation est même meilleure qu'avant. Examinons maintenant selon détail. Nous constatons 60% des ménages ont graduellement retrouvé leur sécurité alimentaire et l'enquête de suivi récurrent, 40% ne l'ont pas retrouvé. Ceci constitue donc une portion assez importante pour la population. Comme nous l'avons vu, il semble que le RICE ait aidé les ménages à se rétablir, mais ce dernier chiffre aurait donc beaucoup plus élevé. Peut-être plus élevés sont les interventions du projet RIS. Nous avons donc également constaté le pourcentage à Burkina Faso, un pourcentage plus élevé que c'est les ménages nigériens. Donc, en termes de stabilité, 55% maintenir 45 et donc un écart, pas d'écart significatif entre les ménages au Burkina Faso et au Niger. Nous pouvons également voir que la résilience a augmenté ou diminué depuis le début du programme RISE et pour cela, utilisons l'indicateur de perception de la capacité à s'établir et nous avons constaté que, par exemple, la zone RIS, il n'y avait pas de changement en termes de capacité de ménage à s'établir. Cependant, on a vu qu'au Burkina Faso, les ménages ont en moyenne connu une augmentation de leur capacité de rétablissement, tandis qu'au Niger, qu'ils ont connu une diminution. Par conséquent, nous mesurons la sécurité alimentaire et les ménages qui ont leur capacité à s'établir après les chocs sont les mêmes, ceux qui étaient bonnes. C'est examiner maintenant ce qui a aidé ces ménages à se rétablir du choc qu'ils ont subi, à commencer par leur capacité de résilience qui a été mesurée lors de l'enquête intermédiaire, soit environ un an et demi avant que les données ne soient collectées par l'enquête de suivi récurrent. Alors, d'abord, laissez-moi vous indiquer comment nous avons mesuré les capacités de résilience. Nous avions environ 26 indicateurs de capacité de résilience que nous avons divisés en 3 catégories: capacité d'absorption, capacité d'adaptation et capacité de transformation que vous pouvez voir ici. J'y reviendrai un petit peu plus tard que vous n'avez pas à les mémoriser. Pour créer ces indices, nous avons combiné ces indicateurs en indices en employant une analyse factorielle, ce qui nous permet d'obtenir ces dimensions de la capacité de résilience et un index global. Et ce que nous avons constaté, c'est que les capacités de résilience des ménages ont effectivement renforcé leur résilience au choc qu'ils ont subi. Dieu merci. L'analyse de régression, nous avons effectué a démontré qu'il existe
un lien positif entre la capacité de résilience globale et la résilience réelle, à savoir un lien positif entre l'indice global de la capacité de résilience et la stabilité de leur sécurité alimentaire. On a vu également que les capacités de résilience des ménages réduisent l'impact négatif de ces chocs sur leur sécurité alimentaire. Avant cette analyse, nous avions constaté que beaucoup de ces chocs réduisent effectivement leur sécurité alimentaire, mais maintenant ceci a contribué à réduire cet impact négatif tel que illustré par ce diagramme. On voit que la courbe de la sécurité alimentaire des ménages pendant la sécheresse augmente avant le temps, avec le temps, ce qui démontre que les ménages qui avaient la capacité de résilience la plus élevée, indiquée la ligne verte, n'ont subi aucune baisse de leur sécurité alimentaire, tandis que les ménages ayant la plus faible capacité de résilience, la ligne bleue, ont connu une forte baisse de leur sécurité alimentaire. En moyenne, les ménages ont donc enregistré une baisse modérée de leur sécurité alimentaire. Ceci n'est qu'une illustration de la manière dont les capacités de résilience renforcent réellement la résilience des ménages et les projets sont focalisés sur cela. Ils visent donc à accroître leur résilience et leur des capacités de résilience sont les facteurs déterminants de leur résilience. Alors, ce que nous avons également constaté est que l'une des raisons pour lesquelles les ménages de Burkina Faso s'en sortent si bien et que leur capacité de résilience ont un impact plus important sur leur résilience que dans le cas de ménages du Niger. Donc, vous voyez en bas, on voit que Burkina Faso, la capacité d'adaptation, les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation ont conjointement renforcé la résilience des ménages au Burkina Faso. Au Niger, par contre, seule la capacité d'adaptation des ménages a renforcé leur résilience et c'est l'une des raisons pour lesquelles les ménages du Niger ne s'en sortent pas aussi bien. Examinons maintenant spécifiquement certaines capacités de résilience. Il s'agit de programmes et de politiques qui sont leviers susceptibles de renforcer la résilience des ménages et ils ont très important de l'examiner sur l'angle de ce que les projets peuvent faire pour renforcer la résilience des ménages. Ce que nous avons constaté pour la période de l'enquête de suivi errant est que ces surlignes ici en jaune ont été particulièrement utilisées aux ménages. Leur capital social fondé sur les similarités sociales, leur possession de biens, le montant de leurs économies en espèces avant le choc, leur accès au filet de sécurité communautaire informel, également deux autres types de capital social appelé capital social fondé sur les différences sociales, capital social fondé sur des structures sociales, mais aussi l'accès à des ressources financières ainsi que l'épargne, le crédit, le capital humain, le niveau d'éducation, le niveau de formation, exposition d'informations et de colonnes, capacité de transformation, l'accès aux services et l'infrastructure du marché. Bref, tous ces éléments ont contribué à renforcer leur capacité de résilience. Trois de ces capacités de résilience se démarquent des autres, étant donné que lorsque nous avons effectué cette analyse en rapport avec l'enquête initiale, puis en rapport avec l'enquête intermédiaire, nous avons obtenu le résultat. Ces capacités ont vraiment aidé les à gérer ces chocs. Je veux parler du capital social sur les similarités sociales, du capital social fondé ainsi que l'accès aux ressources financières. Cela, nous l'avons également systématiquement constaté dans toutes les enquêtes. J'ai surligné envers les capacités de résilience qui sont apparues au mois des enquêtes. Donc, les capacités surlignées ici sont celles pour lesquelles disposons, je dis, les éléments les plus convaincants pour montrer que lorsque les capacités sont renforcées, ce sont celles qui ont plus d'impact sur la résilience et il était en particulier crucial pour obtenir ce type d'information dans le cadre des enquêtes afin que nous puissions planifier car il nous aide à conserver des programmes de voilà pourquoi nous faisons ces enquêtes, en particulier les enquêtes d'observation régulière. Enfin, et avant de passer la parole à Tim qui va parler des implications de programme, regarde aussi, nous avons ici les informations préliminaires qui nous permettront d'affirmer le programme et ça a aidé ces ménages. Permettez-moi de mentionner à nouveau que l'enquête finale a été conçue avant de mettre en place une évaluation d'impact rigoureuse et robuste de façon à savoir si ces résultats sont réellement fondés grâce à l'enquête de suivi quand nous recevons des éléments statistiques qui nous pouvons examiner. Donc, ce que nous avons fait est que nous avons créé deux groupes de ménage, un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Le groupe de traitement est composé des ménages hautement exposés et ayant bénéficié d'un programme de résilience de la part de ROGSER ou de ROGSAG. Et je crois que
vous connaissez ce site d'activité et les ménages faiblement exposés n'ont pas bénéficié aucun programme de leur part. Ces groupes ont été créés au départ, au moment de l'enquête initiale, lorsque nous avons sélectionné notre échantillon et ensuite nous avons effectué une analyse de régression en examinant si le fait de bénéficier de ces interventions changerait quelque chose, nous employons de différents types d'analyses de ce régression qui varient en fonction de l'indicateur de résilience. D'ailleurs, pour ceux entre eux qui, attendez, nous avons indiqué ici quelques analyses de régression et nous avons donc contrôlé l'exposition des mâles au choc, ce qui était très important. Leur sécurité alimentaire initiale, le facteur sociodémographique, leur catégorie en termes de moyens de subsistance, c'est-à-dire les moyens sont-ils principalement basés sur l'agriculture, sur le pastoralisme ou sur d'autres moyens de subsistance, également le contrôle de biens. Alors, nous avons également analysé ce qu'on appelle l'écart à l'intérieur de l'écart. Je continue donc pour certains. Il s'agit simplement d'une analyse descriptive. Ici, nous montrons l'écart entre les groupes fortement exposés, les groupes faiblement exposés en termes d'évolution de la sécurité depuis le début de l'enquête de suivi récurrent jusqu'à la fin de l'enquête de suivi. Si vous regardez, par exemple, le Burkina Faso, vous voyez que le groupe le plus exposé a connu une augmentation plus importante de sa sécurité alimentaire. Ce signifie que les ménages ont été plus résilients que ceux du groupe faiblement exposé à 5% est un taux statistiquement significatif. Concernant le génère, nous constatons également que le groupe faiblement exposé a été plus résilient que le groupe faiblement exposé. L'écart n'est pas aussi important, mais il demeure statistiquement significatif. Et enfin, nous avons constaté, pour vous donner une meilleure idée de ce que nous avons découvert grâce à notre analyse de régression, que le projet a vraiment eu un impact. C'était descriptif avant et c'est donc un facteur de contrôle pour le reste, un facteur de contrôle pour toutes les variables indépendantes que j'ai énumérées auparavant. Nous avons constaté que les interventions dans le domaine de droit ont eu un impact positif sur la capacité des ménages à se remettre des chocs qu'ils ont subis pendant la période de l'enquête de suivi récurrent. Cela a aidé les ménages nigériens à maintenir la stabilité de leur sécurité alimentaire face au choc, ce choc de sécheresse que nous avons vu qui était survenu au début de l'enquête de suivi récurrent. Ce choc a réduit les interventions du programme, ont réduit l'impact négatif de la sécheresse sur la capacité des ménages nigériens à maintenir leur sécurité alimentaire et ils ont réduit l'impact négatif des inondations sur la sécurité alimentaire des ménages burkinabés. Voilà donc quelques-uns des résultats qui ressortent très clairement de notre analyse de régression. Et comme vous le voyez ici, nous allons donc justifier une analyse qui démontre qu'au fur et à mesure que la sécheresse augmentait, la résilience des ménages fortement exposés a entré à réalité progressé, tandis que la résilience des ménages faiblement exposés a régressé avant. Donc, avant de passer la parole à Tim, je voudrais souligner que ces impacts positifs sont dus aux activités du programme visant à renforcer les capacités de résilience des dommages. Lorsque l'enquête finale, nous avons donc de nouveaux mesures d'efficacité de résilience, examiner spécifiquement quelles sont celles qui ont été améliorées et par quelles activités du programme ont été améliorées. Alors, à vous maintenant, Tim. Bien. Donc, l'une des choses qui ressort très clairement est que parce que ces ménages ont indiqué avoir subi plus de chocs au cours des dernières années du programme, les filets de sécurité sont devenus de plus en plus importants, notamment pour éviter aux ménages de devoir travailler dans les champs d'autres personnes au lieu des leurs. Lorsque c'est le cas, ils ne peuvent pas profiter des interventions du programme dans le secteur âgé. Nous avons également constaté que la réduction des risques de catastrophes, qui était principalement focalisée sur les sécheresses, doit être élargie afin d'inclure une façon de gérer les inondations plus efficacement. Les inondations constituent un problème extrêmement important dans cette région et cela est illustré par le précédent tableau que Lisa vous a montré, où l'on voit qu'il y a eu des inondations significatives, non seulement pendant la période de l'enquête initiale, mais aussi pendant la période de l'enquête intermédiaire, ainsi que vers la fin de l'enquête de suivi récurrent. L'extrémisme violent est aussi devenu un problème croissant de cette région, et donc l'atténuation des conflits, qui constituait en réalité un élément central du projet, est quelque chose qui doit bénéficier de beaucoup plus d'attention. En effet, ce que nous constatons est que beaucoup de ces communautés que nous avons servies, en particulier les communautés où vivent les ménages constituant l'échantillon utilisé dans cette enquête, ont dû se déplacer. Et les mouvements à l'intérieur du pays de personnes quittant la région concernée représentent un réel problème lorsque votre travail consiste à essayer d'aider ces personnes à devenir plus résilientes.
En effet, elles ne peuvent plus cultiver leurs terres, ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux, elles ne peuvent plus saisir des offres d'emploi hors de la ferme, comme elles le faisaient auparavant, mais tout cela les empêche de tirer profit des investissements réalisés. Diapo suivante. Nous savons que les groupes d'épargne ont beaucoup contribué à la constitution du capital social et vous pouvez constater au fil des nombreuses enquêtes que le capital social est l'une des plus importantes capacités qui doivent être mises en place pour rendre la population résiliente. Donc, pour maintenir ce capital social, il sera donc essentiel de continuer à investir dans ces groupes d'épargne. Nous avons également vu que la capacité d'adaptation était extrêmement importante au Burkina Faso et au Niger, mais que la capacité de transformation n'était pas aussi efficace au Niger et il faut par conséquent se concentrer désormais beaucoup plus sur la capacité de transformation au Niger. Et je pense que c'est tout. Hein. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des Oui, faites questions, cela. n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Tim et Lisa. Ça s'est bien passé. Maintenant, je vous ai mis à l'écran un sondage. S'il vous plaît, chacun répondez. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. Et avant que je vous montre le résultat, je vais vous donner 2-3 minutes, ou non, peut-être un peu moins d'ailleurs, pour voir si nous arrivons à obtenir déjà des réponses. Donc, s'il vous plaît, prononcez-vous sur le sondage qui apparaît sur votre écran. Ton micro, tu as débranché ton micro. Bon, effectivement, beaucoup de gens voient la valeur de ce type d'enquête. C'est un bon signe. Nous pensons que effectivement, c'est important, une caractéristique importante dans tous les systèmes d'évaluation d'impact sur la résilience, non pas seulement en Afrique occidentale d'ailleurs. Et l'avantage que cela présente, c'est que ça permet que les programmes puissent prendre des adaptations, des mesures d'adaptation à partir de leur compréhension de comment les chocs affectent ces communautés et comment ils s'en remettent. Et quand des seuils sont franchis, et ça devient difficile aux gens d'affronter ces chocs. Et généralement, ça déclenche un type d'activité de protection sociale qui est nécessaire. Donc, une des choses qu'on essaye d'améliorer, c'est d'obtenir des informations pour que les décisionnaires puissent agir plus vite, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions quand agir, quand un programme souffre de trop de chocs, on l'a peu vu lors de la période au cours de notre enquête de suivi. Je te passe la parole, Tom. Merci, Tim, et merci beaucoup à ceux qui ont qui ont répondu au sondage. On voudrait faire participer les gens ici du webinaire à ces sujets. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous posez là-dessus, sur ces programmes de résilience dans la région. Donc, une fois de plus, n'utilisez pas le forum de discussion. Donc, allez dans le forum de questions-réponses, dont je voudrais d'abord donner la parole aux orateurs pour qu'ils aient l'occasion de répondre à quelques questions qui ont déjà été préparées. Donc, les orateurs incluent donc Tim Frankenberger, président de Tanguanistan, Tim Smith, le USAID bureau régional, Canty Yonker, directeur actuel de USAID à Burkina Faso, Boubacar Fassomi, conseiller senior pour le Niger, et Idrissa Soufi, spécialiste gérant le projet pour l'agriculture au Niger. Donc, je vais poser la première question à Tim. Tim, est-ce que vous pourriez nous dire comment cette enquête de suivi s'enclenche dans la stratégie d'apprentissage de RISE? Merci, Tom. Je pense qu'un des aspects qu'il faut que nous comprenions, c'est que cette enquête de suivi fait partie d'une évaluation d'impact beaucoup plus large que l'on fait dans le projet RISE et que ces évaluations ont été mises en œuvre à travers plusieurs enquêtes au cours des 5 dernières années. Donc, on a une enquête initiale, un mi-parcours et final. Et ce que je vais essayer de répondre, c'est que l'évaluation plus large, c'est quel est l'impact de RISE sur la sécurité alimentaire et la misère,
sur l'appauvrissement des femmes, parce que c'est un des sujets de RISE, et quel RISE a sur la résilience des ménages. Est-ce que RISE, l'approche générale, générique de RISE, est-ce que ça fait la différence? Est-ce que des interventions spécifiques ont eu plus d'importance que d'autres? Donc, cette enquête de suivi récurrent, ça nous donne une photo à plusieurs moments et montre comment les gens absorbent ces chocs. Et ça nous permet de comprendre que ces chocs sont de plus en plus forts avec le temps et que non seulement il y a des chocs, mais en aval aussi, il y a des effets. Par exemple, ça a des effets sur les marchés, sur des maladies, sur des opportunités de revenus alternatifs. Donc, il nous faut documenter ces aspects et pour voir comment les gens arrivent à s'en sortir et à réagir à ces chocs. Ça nous permet aussi de savoir si ou pas les ménages sont résilients à ces chocs ou pas à travers leur stratégie. Et ça nous permet de déterminer si cette capacité de résilience a été renforcée par les interventions qui ont motivé le projet RISE. Donc, ce qui est important, c'est que ça nous permet d'obtenir des informations qui nous permettent d'adapter nos décisions. Et c'est très critique quand il nous faut, quand la situation a empiré pour ces ménages. Donc, je crois que cette enquête de suivi fait partie d'une stratégie de RISE, mais ça nous donne quand même une image en temps réel de ce qui se passe effectivement lorsque ces gens sont touchés par des chocs. Merci, Tim. Ça a été très utile. J'aimerais demander Isaac sur l'importation de ces résultats au niveau régional. Zarik, de la perspective de RMS, qu'est-ce qui est du Bureau régional du Sahel? Quelles sont les trouvailles les plus importantes pour l'analyse de RMS, pour RISE 1 et pour RISE 2? Et comment ces trouvailles vont influencer les décisions du Bureau régional pour... Merci, Tom. Et merci pour cette question. Je crois que ces résultats montre que l'association, le lien positif entre la résilience des ménages et le programme du Bureau régional du Sahel, et cela indique une direction des résultats les plus solides en termes de l'évaluation des impacts. Cela aussi touche à plusieurs l'activité de l'USAID et surtout, cela assume l'importance critique dans les investissements de l'agence, dans l'évaluation et le suivi. Si on n'avait pas investi à long terme, on ne pourrait pas profiter de ces résultats. Donc, cela permet à le QSAID et moi, nous comprenions qu'il faut continuer dans notre conception, qu'il faut qu'on poursuive les investissements dans une évaluation forte et en plus des investissements du gouvernement pour qui continuent à contribuer au développement à long terme de leur pays. Un autre point, c'est que USAID doit être très réactif l'enquête de suivi récurrent a été mise en place pour la prochaine génération des programmes de résilience, mais avec l'idée que nous devions réagir plus rapidement et à nous adapter, et si ce n'est pas en temps réel, en tout cas en temps suffisant pour, par exemple, dans le délai d'1 an. Donc, nous avons construit des instruments avec des modificateurs devant des chocs en temps réel, avec des adaptations en temps réel pour reconnaître les mini-chocs et les nouvelles menaces qui pourraient surgir. Pour donc
Cette enquête de suivi récurrent nous aide dans un délai beaucoup plus court à déclencher une réponse qui devient nécessaire. Dans le contexte de ce programmation adaptative et dans sa gestion, ça nous aide à reconnaître aussi que nous centrer sur les chocs est importante, mais il nous faut être aussi conscient des opportunités positives et des évolutions positives dans notre environnement opérationnel. Et donc, l'enquête de suivi récurrent parle de choc et de menaces, mais nous pensons que il faut holistiquement aussi considérer les opportunités positives qui peuvent être présentes et qui pourraient représenter des facteurs de croissance ou des opportunités si la paix surgit, même si c'est peu probable. Et je voudrais finalement conclure en disant que l'enquête de suivi récurrent, les résultats, cet extrémisme violent va nécessiter de notre part des réponses et dans la manière dont on peut affronter et comment on peut répondre aux plaintes et aux souffrances. Donc notre investissement. Donc il faut fournir des services locaux et engager les communautés locales. Il faut transmettre le pouvoir et former les gens sur place. Et que les efforts de recrutement sont également importants pour connecter ces activités à la sécurité alimentaire et à la résilience, parce que c'est stratégiquement important. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai quelques idées supplémentaires, mais je veux laisser le temps. Merci beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé et tu auras le temps de reprendre la parole à la fin. Donc, pour suivre là-dessus, j'aimerais approfondir un peu sur les applications possibles au niveau du pays. Donc, je voudrais me poser des questions qui sont liées à la résilience au Burkina Faso et au Niger. D'abord, je voudrais d'abord parler du Burkina Faso. Je vais parler à Cathy sur... OK. L'analyse ESR suggère qu'un pourcentage légèrement plus élevé des ménages au Burkina Faso puissent se remettre des chocs qui ce n'était pas le cas au Niger. Résilience réalisée, 66%, 56%. Qu'est-ce que pourrait expliquer cette différence? Merci beaucoup, Tom, parce que ces informations ont des indications très importantes. Donc, on a eu déjà 1 million de personnes déplacées et donc, nous avons, par exemple, des gens donc, qui l'alphabétisation utilisent donc des informations concernant comment établir un business. Et ce sont donc des résultats de qualité, des compétences que les gens peuvent utiliser dans un nouveau environnement. Un autre point très important s'agit de comment construire à base des leçons apprises, c'est-à-dire des programmes de développement qui lient la sécurité alimentaire. Et ils ont déjà les épargnes qu'ils ont mis en place et donc, on a eu la distraction liée au Covid et puis donc des groupes qui se déplaçaient. Mais à cette fondation, nous avons donc
des possibilités de construire autour des compétences que les gens détiennent déjà et dans la période dans la zone de RICE et comment renforcer les capacités des communautés pour mieux gérer les ressources qui sont à leur disposition. C'est un aspect très important, bien évidemment, d'assurer que tout le monde est impliqué. Et d'ailleurs, un défi consiste de ne pas savoir comment cette disruption violente va continuer et combien de temps les communautés ont besoin d'être résilientes et surtout même pour des ménages résilients. Et donc renforcer c'est la base des compétences qui vont pouvoir forger cette résilience. Donc, je vais m'arrêter pour le moment parce que je sais que mes collègues au Niger voudront poser des questions et je serai heureuse de répondre à mesure. Maintenant, j'ai une dernière question que je voudrais poser à, à Bouka du Niger, hein. C'est difficile en fait. Je vais vous demander et donc de répondre d'une manière très concise parce que nous sommes très intéressés. Donc, l'analyse de OSR suggère un pourcentage légèrement plus élevé des ménages au Burkina Faso a pu se remettre des chocs qui ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence et comment les résultats euh, d'enquête suivi pourrait-elle être expliquée pour renforcer davantage la reprise après les chocs au Niger par le BS de RICE 2? Effectivement, merci beaucoup pour cette question qui paraît difficile, mais je vais essayer de répondre. Ce qui pourrait expliquer en fait la différence dans la résilience réalisée parmi les ménages au Burkina contre au Niger, c'est que la nature et les stress au Niger ont donc effectivement accru les chocs et l'impact de ces chocs sur les ménages. Lors de RICE 1, il y avait beaucoup de chocs, les conflits dans trois régions. Il y avait des conflits de Boko Haram à Difa et Maradi et puis aussi les conflits, en même temps, il y avait la sécheresse très accrue. Alors, la géographie du Niger, si vous regardez la géographie, en fait, le Niger est 5 fois plus que Burkina Faso, d'où la distance et tout ça, qui rend le travail de développement, de la mise en place des projets de développement plus difficile. Et donc, nous avons besoin également de prendre en compte l'importance, en fait, que le Niger est un pays, 95% de population musulmane et donc il y a beaucoup de polygamie, dans des ménages, ruraux, qui effectivement rajoutent au fardeau, sur, les ménages ainsi que les programmes communautaires et que parmi ces ménages, le rôle des femmes est souvent, a besoin d'être renforcé et puis, effectivement, en général, ce sont donc, les raisons qui pourraient donc expliquer cette différence. Nous reconnaissons aussi que le Burkina Faso a traversé une révolution depuis le 1980 dans des années 80 et donc ils ont beaucoup plus de mentalité, de changement de mentalité ainsi de proactivité. Et d'ailleurs, le peuple du Burkina Faso sont beaucoup plus proactifs que les Nigériens. Peut-être, Idrissa, vous voudriez ajouter à la deuxième partie de la question? Merci beaucoup. Comment est-ce que ces, ces analyses pouvaient être utilisées pour nous attendons de notre partenaire
de mise en œuvre, de mettre l'attention à ces questions spécifiques, les capacités de résilience qui viennent d'être démontrées à travers l'enquête de suivi récurrent, qui sont primordiales pour soutenir la résilience des ménages. Alors, les résultats de développement qui sont transformatifs à travers le renforcement des leaders locaux et accroître l'apprentissage et le renforcement des capacités à travers ceci. Et l'USAID va pouvoir traiter les impacts en aval et l'escalade et de voir comment est-ce que l'objectif général pourrait contribuer, comme les activités peuvent contribuer à atteindre l'objectif. Nous avons donc le programme de renforcement des enfants moins de 5 ans, comment est leur recouvrement. Alors, ce sont des questions qui sont transversales, hein, et doivent être et le recouvrement doivent être s'adresser et puis, retenus et soutenir effectivement les résultats transformatifs, qui sont très importants au sein du Niger, hein, et de s'assurer d'avoir, donc des résultats beaucoup plus soutenus. En fait, nous avons encore besoin de faire, beaucoup de travail à travers des questions transversales, non seulement que, il est essentiel, surtout avec la population mâle, et pour avoir donc une incidence positive sur la population en général. Nous devons élaborer un système de gestion de risque qui pourra nous aider qui est fait au Niger est un bon exemple. Nous avons donc la planification en contingence et pour identifier ces points qui pourront nous aider à mettre l'attention sur ces piliers qui pour assurer le succès de notre succès. Il est très important de mettre en exergue la gouvernance et surtout comme 4e objectif qui pourra donc renforcer l'enquête de suivi récurrent et surtout lors de la période de recouvrement après tous ces chocs. Les chocs sont numéraux et donc, cela va nous aider à aller en avant. Merci beaucoup, les panélistes. Maintenant, je voudrais, demander, des questions qui étaient posées pour ceux qui ont proposé des questions, mais si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, nous allons donc essayer de vous faire, de vous envoyer les réponses. La première question, donc c'est ce qu'on entend, assez souvent. Est-ce que vous pouvez dire quelles sont les interventions sont les plus efficaces pour renforcer la résilience, des foyers? Pas tout à fait dans l'enquête de suivi récurrent, mais tout, le renforcement, de résilience sont très importants, mais l'évaluation d'impact que nous allons commencer à faire, hein, on aura plus d'informations détaillées, comment ces interventions peuvent vraiment renforcer la résilience des foyers. Alors, nous aurons cette information dans quelques mois, donc à votre écoute. Alors, pour notre question, Maggie, je vais vous demander si vous pouvez me répondre. Vous pouvez poser la question en français? Donc, pour les instructions, je vais les dire en français pour que
quel était pour les ménages qui ont été, euh, et quelles sont les comparaisons entre les ménages qui étaient déplacés? Et donc, c'est une question pour Tim. Et à travers la méthodologie que vous avez mentionnée, c'est juste pour clarifier quelles étaient les adaptations qui peuvent être possibles pour les ménages qui ont été déplacés et est-ce qu'il y a eu une étude comparative entre les ménages qui ont été déplacés et qui n'ont pas été déplacés? OK. Un des problèmes que l'on a, parce que ces enquêtes, on collecte des données sur les mêmes foyers. Et ceux qui ont été déplacés, on n'arrive pas à les trouver, en fait, on n'arrive pas à les interviewer pour recueillir des données sur eux. Dans l'enquête finale, et là je crois qu'il y avait une autre question de la part de Nancy, ce qu'on a trouvé, c'est que ce déplacement a touché toute une série de capacités dans notre enquête. Je crois qu'on a perdu des centaines de foyers à cause de ça dans notre enquête finale. Mais ce qui est important dans toutes ces études d'évaluation d'impact, c'est d'essayer de, à partir d'un échantillon, parce que si on perd des foyers pour toute raison que ce soit, on ait quand même encore un échantillon suffisamment large pour pouvoir procéder à l'analyse. Donc on avait encore beaucoup de foyers sur lesquels on pouvait travailler, mais on a vraiment perdu un certain nombre à cause de ces déplacements volontaires. D'accord. Merci beaucoup, Tim. Autre question pour toi. Tu as des idées pourquoi les capacités d'absorption et de transformation n'ont pas été aussi importantes pour les foyers au Niger qu'au Burkina Faso? Vous savez, je crois que les commentaires de Boubacar l'a dit, Kosomi, il faut penser à la géographie et combien c'est un pays grand, sa densité démographique par rapport au Burkina Faso. Et la qualité des services qui sont fournis aux communautés joue aussi un rôle. Si la qualité de service est mauvaise et ils ne sont pas aussi bons qu'au Burkina Faso, ça transforme des capacités favorables. Hein. Par exemple, la gouvernance, l'infrastructure, elle ne sera pas aussi bonne qu'au Burkina Faso. Donc, le résultat de cela, c'est que les capacités de transformation sont très critiques et permettent de s'adapter, d'absorber les chocs. Si les gens sont complètement dépendants d'eux-mêmes et ne peuvent pas se fier aux services gouvernementaux ou que le coût d'obtenir ces services est très élevé et ça leur paraît difficile de mettre en œuvre leur capacité de transformation. Un des conclusions pour notre programme, c'est qu'il faut se centrer et être sûr que la qualité de service soit maintenue. La gouvernance est devenue un facteur très important sur lequel il faut qu'on se centre et ça va être très important pour améliorer la résilience au Niger. Notre analyse, c'est que le Burkina Faso possède des capacités de transformation beaucoup bien meilleures parce que les infrastructures et les services sont meilleurs. Et les conflits vont devenir un facteur très important dans ces deux régions. Et c'est pas que les services sont sous-développés au Nigeria, mais maintenant, il y a le problème avec les conflits armés qui va impacter beaucoup plus et sur la résilience pour plusieurs raisons. Je crois que c'est la raison pour laquelle il est important que nous regardions le Burkina Faso et le Niger de façon séparée pour qu'on prenne en compte le contexte qui est différent. Ce qu'on n'a pas fait, c'est que le programme de Burkina, il ne faut pas comparer le programme du Niger et du Burkina pour dire qu'un pays s'en sort mieux que l'autre. Il faut prendre le contexte en compte et quelle est la marge de manœuvre dans chacun de ces pays. Donc, on peut apprendre de ces deux exemples et je suis persuadé que c'est l'avantage de pouvoir agir dans deux pays différents. Oui, vous avez tout à fait raison. La contextualisation, je crois que c'est important. Je crois qu'on va prendre en compte. En termes de contexte, on a vu une autre.
enquête sur un aspect de l'enquête sur le suivi récurrent, c'est l'analyse du capital social. Donc peut-être peuvent en parler ceux qui sont basés sur place. Quelles autres suggestions pour des innovations dans ce programme pour soutenir justement ce capital social dont on a parlé sous ses différentes formes? Et ça, Sarah, Cathy ou Aboubacar, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui va la prendre. Très rapidement, j'aimerais dire que l'activité VSLA, les activités d'association d'épargne et de prêt ont remporté beaucoup de succès et je suis persuadé que c'est l'une des activités aux côtés dont on peut être très fier et qui a créé des liens très solides au sein de la communauté. On les a même renforcés et on fournit également un accès au financement et aux ressources locales. Même si c'est à une échelle micro, ça a été suffisant pour un certain nombre de foyers et pour qu'ils sortent de la grande pauvreté et que ça suffise à les rendre fiers et pour leur faire sentir qu'ils appartiennent à une communauté. Merci, voilà, c'est tout ce que je dis. Je voudrais juste intervenir. Est-ce qu'au Burkina, de même qu'au Niger, il y a un groupe des producteurs qui collaborent sur le, le groupe et il y a une fondation aussi sur le capital social et je crois que ça va continuer à être difficile dans un environnement avec un nombre de conflits armés en croissance, particulièrement si on considère les communautés, il y en a certaines qui ont quadruplé en très peu de temps et il y a des communautés dans lesquelles les groupes ont été déplacés. Donc, ça va être un grand défi pour trouver des manières de maintenir cette cohésion sociale. Cela revient, c'est une tâche des gouvernements locaux et d'autres ont. Il y a les communautés villageoires de développement en certains endroits et il y a des travailleurs locaux et quelquefois des volontaires, mais sinon il y a des gens qui travaillent vraiment à la construction de leur communauté. Et je crois que c'est une autre manière de trouver des moyens de maintenir ce capital social. Il faut être créatif, parce que d'après les résultats de cette enquête de suivi récurrent, la réalité est la réalité sur le terrain. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a des moyens de réfléchir pour trouver des solutions au sein des deux projets RISE 1 et RISE 2 ici au Burkina Faso. Merci beaucoup, Cathy, pour ta réponse. Une fois de plus, est-ce que je pourrais faire juste un commentaire? Je crois que c'était un argument très important que Cathy a mentionné. L'absorption de l'intégration de ménages par d'autres ménages, de foyers qui les accueillent, c'était très important. Ça touche au qualitatif. Quand les gens ont 8 personnes dans leur foyer et puis que ils vivent à 20, ça devient difficile de nourrir tout le monde. Donc, on devrait considérer ça comme un choc idiosyncratique qui touche son foyer. Hein. Donc, c'est un aspect important, un détail auquel il faut prêter attention parce que les foyers en adolescence sont des absorbeurs de choc. Hein, ils accueillent des membres contre des communautés qui sont déplacées contre leur gré. Donc, ça, c'est très important. Ça l'est, effectivement. Merci beaucoup. Maggie, je vais te demander de lire la prochaine question en anglais et on aura l'interprétation vers le français. C'est un peu la même chose que est-ce que la culture, forme d'organisation communautaire, la culture de solidarité
est un facteur discriminant entre les 2 pays en termes de résilience? Est-ce que les résultats tels qu'ils ont été vus dans les groupes, étudiés. Est-ce que tu me demandes à moi de répondre? Excuse-moi, non, non, oui, en général, c'est à toi que je demande, mais ça serait intéressant d'entendre la réponse du Niger et du Burkina s'ils peuvent élaborer. Et là-dessus, nous comprenons qu'il y a de la solidarité et qu'elle peut aider, contribuer à, à la résilience. Est-ce que les données confirment ça? Et quand on fait une triangulation entre les données sur le terrain, les données de l'enquête et les principes, est-ce que ça marche? Oui, on a essayé de saisir ces informations dans les données qu'on collecte. Et quand on voit beaucoup plus d'interactions entre des groupes, il y a, il y a une solidarité plus importante, effectivement, entre communautés. Mais ce serait intéressant d'obtenir des inputs, des données, des retours de la part des 2 pays sur le terrain. Idrissa ou Cathy, est-ce que vous pourriez intervenir? Peut-être n'arrive-t-il pas à prendre la parole et brancher leur micro, mais je crois que le SCC va étudier ça plus en détail en des discussions qui seraient liées au contexte national. D'accord, merci beaucoup, Maggie. Question suivante, et ça c'est pour Tango aussi. Est-ce que vous considérez que l'aide humanitaire, surtout en aliments et en espèces, versement d'espèces, qui a suivi le déplacement de population en termes, a un impact positif sur les ménages? Nous suivons ces populations déplacées, une fois de plus, c'est d'autres personnes pourront mieux répondre que nous là-dessus, des personnes qui sont sur le terrain. Zérik, Cathy, Idrissa, est-ce que vous auriez une idée là-dessus pour répondre à cette question? Ça serait bien qu'Idrissa réponde. C'est une question sur est-ce que l'assistance humanitaire en termes d'aliments et d'espèces, de versement d'espèces, pour les populations déplacées avait un impact positif sur la capacité des ménages à absorber et sur leur sécurité alimentaire, dans la mesure où cela aide à renforcer leur capacité d'absorption parmi les déplacés. C'est ça en fait la question. Je crois que s'il faut dire sur l'aide humanitaire, c'est que d'une façon, dans les programmes théoriques, elle est gérée de façon particulière pour sauver des vies humaines et réduire la souffrance, qui sont des principes humanitaires de base. Et le haut niveau, l'objectif élevé. Okay, you can hand over. Yes. Et donc, quand on parle de l'assistance humanitaire, donc nous devons être très prudents quand il s'agit d'éthique et de la façon dont nous allons donc administrer l'aide humanitaire. C'est un petit peu plus complexe à gérer ceci dans le domaine humanitaire, d'avoir une opinion euh, un forte par rapport aux bénéfices monétaires qui il sera beaucoup plus important pour l'USAID des donateurs
de parler des programmes. Quelles sont des activités de développement qui peuvent être donc en partenariat avec l'assistance humanitaire euh, en faisant son travail, mais d'une manière neutre et très ciblée pour sauver les vies humaines et les autres activités liées au développement doivent être programmées d'une façon à pouvoir avoir des bénéfices à long terme. Effectivement, nous avons dans le pilote Nexus à Burkina Faso, c'est sur la disposition de l'eau et pour les communautés et où il y a beaucoup de personnes déplacées internes. Alors ça, c'est une possibilité où nous pouvons lier le développement et l'assistance humanitaire en respectant la nature de l'assistante humanitaire, mais en mettant en exergue les ressources qui sont investies dans ce domaine et créées effectivement pour pouvoir renforcer un social capital social ainsi que les capacités, renforcer les capacités de l'institution. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, il y a beaucoup de questions très importantes qui sont énumérées, mais donc de la part de Réel et SIC, et nous espérons que vous avez pu tirer bénéfice de ce débat aujourd'hui et surtout pour reporter ceci. Donc, nous allons donc faciliter d'autres conversations sur l'implication de résilience et avec les parties prenantes au Niger et au Burkina Faso. Alors maintenant, les rapports sont disponibles de l'enquête de suivi récurrent. Vous allez la voir nous allons aussi partager avec vous la vidéo. On va vous demander, avant de partir, de pouvoir et donc nous donner un retour d'informations qui peuvent nous aider à mieux organiser les événements de l'avenir. Avec ceci, je vous remercie tous, nos participants, nos panélistes Tengo pour avoir donc mené cette enquête de suivi récurrent et nous vous souhaitons tous une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.